Troisième apéro. This meeting is being recorded. Oh. J'ai compris. Bon, je recommence parce qu'il y avait... Bonsoir tout le monde et bienvenue à notre troisième apéro celtique. Je m'appelle Patricia Nolan. Notre invité ce soir est Bruno Mestre, jeune diplômé de Panthéon-Sorbonne. L'année dernière, son livre a été publié, Le Velay païen, Histoire et mythologie, préfacé par Bernard Sargent. Le Velay, que j'ai découvert, se trouve dans le sud-est du Massif central. Bruno écrit aussi des articles qui sont publiés dans des revues et des journaux de sa région. La soirée va durer 1h30 et Bruno va parler entre 20 minutes et une demi-heure. Si vous avez des questions, écrivez-les dans le chat en bas de vos écrans. Et c'est Axel qui va poser les questions à Bruno. Si on a encore du temps à la fin de la soirée, on pouvait discuter entre nous ou nos participants pourquoi ils sont fascinés par les Gaulois. Donc, je passe la parole à Bruno. Merci, Bruno. Bruno, c'est coupé. Je disais merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie, parce que d'une part, vous me donnez l'opportunité de présenter mon travail sur le Velay païen. C'est le titre de mon livre qui est paru donc, en 2021 aux éditions de La Flandonnière. Et puis d'autre part, de pouvoir approfondir la question de l'héritage celtique et gaulois en Velay. C'est un héritage qui est malheureusement assez mal connu. Et c'est un héritage dont on parle finalement très peu, mais ça, c'est pas forcément propre d'ailleurs au Velay. Alors, pour la soirée, j'ai un petit PowerPoint de présentation que je vais vous partager et qui cadrera finalement ma présentation. Est-ce que vous pouvez tous juste me dire si vous pouvez tous le voir? Oui. Super. La présentation, donc une trentaine de minutes, j'ai divisé en deux parties. Une première partie sur les frontières, où on explorera finalement qu'est-ce que pouvaient être les frontières du Pagus Velaius, donc du Velay gaulois. Je m'appuierai notamment sur les travaux de Jacques Lacroix. Puis une deuxième partie beaucoup plus mythologique, où cette fois-ci, je tâcherai de faire découvrir quelles pouvaient être les divinités gauloises que l'on a pu retrouver, soit par les traces archéologiques, soit par les traces historiques, comme les légendes, qui étaient vénérées en Velay. Je pense que ça intéressera beaucoup de monde. Enfin, ma démarche peut intéresser des gens parce que je m'appuie en fait sur les travaux que vous publiez dans les Amis des études celtiques, qui peuvent être publiés également dans les livres de synthèse ou par exemple dans les bulletins de la Société de mythologie française, et les appliquer à un territoire, à une province. Et c'est vraiment, ça a été vraiment mon objectif à travers ce livre. Donc, je pense que ça pourra peut-être pour aider ou en tout cas donner envie à certaines personnes de se lancer dans cette aventure aussi sur leur province natale. Donc, pour commencer, je voulais juste rappeler où était le Velay. Ça a été déjà dit, en effet, c'est partie sud du Massif central. On est dans le quart sud-est de la France. Donc le Velay, c'est toute la partie qui va être à l'est de la bande que vous voyez rouge, du trait rouge. Et globalement, la province du Velay, c'est les 2/3 du département qui s'appelle le département de la Haute-Loire. Plus quelques aménagements sur des départements annexes. Et globalement, les 2/3 du département de la Haute-Loire, on est entre la vallée du Rhône,
l'Auvergne et le Languedoc. C'est vraiment en fait un point, une région assez montagneuse qui est entre ces trois espaces géographiques. Ensuite, je voulais juste faire un petit rappel aussi sur la tribu Vélave. Donc, on a vu où se situait le Velay. Maintenant, la tribu Vélave, elle, était entourée de plusieurs tribus voisines. Au nord, vous aviez les Arvernes, nord et ouest. Nord-est, vous aviez les Ségutiaves, qui aujourd'hui recouvrent la province du Forez, donc globalement le département de la Loire. À l'est, vous aviez les Elviens, qui sont le Vivarais, l'Ardèche. Et puis au sud, vous avez les Gabales, Gévaudan, qui est aujourd'hui la Lozère. Donc, je pense que ça situe à peu près le contexte géographique, puis également historique. On parlera donc dans le Velay, dans l'héritage celtique et gaulois de la tribu Vélave. Donc, comme j'ai annoncé, première partie sur les frontières. Et je me suis amené, j'ai été amené justement dans le livre, donc le Velay païen, histoire et mythologie, à me poser la question de quelles pouvaient être les frontières de la tribu Vélave et comment est-ce qu'on pouvait arriver à essayer d'en déterminer les grands contours. C'est un travail qui a déjà pu être mené à une échelle macro, comme on dit, une échelle assez large par Jacques Lacroix. Et donc, je me suis appuyé sur son travail lorsque j'ai pu rédiger mon livre et le chapitre concernant les frontières gauloises, donc du Pagus, et notamment sur les aspects, premièrement, toponymiques. Alors, c'est vrai que Jacques Lacroix fait un travail de macro, on pourrait dire, comme il y a la macro et microéconomie, ici, c'est un travail de macro-toponymie. Moi, je me suis intéressé à essayer de travailler la microtoponymie, c'est-à-dire à aller chercher dans les cadastres anciens, à aller chercher aussi dans les cartulaires, dans les vieux textes, quelles pouvaient être les notions les mots de limite. Et comment est-ce qu'on pouvait justement affiner ce travail qui avait été dégrossi auparavant par Jacques Lacroix. Je me suis également appuyé, deuxième point, sur des bornes limites. C'est un peu plus de l'interprétation, mais on a certains points qui sont fixés dans le paysage, certaines pierres, certaines montagnes qui forment naturellement une limite. Et des pierres également qui peuvent avoir été gravées, qui peuvent avoir été inscrites en tant que limite. Et puis le dernier point aussi, c'est sur lequel je me suis appuyé, le troisième, c'est cette fois-ci les légendes et les récits historiques. Souvent, les légendes ne sont pas là pour ne rien dire. Elles cachent aussi un sens symbolique qu'il faut savoir appréhender. Et des fois, on retrouve justement derrière ces légendes des idées, des interprétations de limites qui peuvent remonter certaines fois à des époques anciennes et des époques, en tout cas, gauloises. Donc, globalement, le travail qu'avait fait Jacques Lacroix, donc je me suis appuyé dessus. Je l'ai également remis en question. Je me suis posé, puisque je connais le terrain, j'ai l'avantage de très bien connaître. Et ça m'a permis donc de partir sur les frontières au sud. Alors au sud, on a une vallée qui est assez profonde, qui est la vallée de l'Allier. Donc vous pouvez voir le caractère frontalier, on va dire, à droite. C'est-à-dire c'est une vallée assez qui a toujours finalement joué le rôle de frontière entre le Gévaudan, donc Lozère, et puis le Velay. Et qui est reprise donc par Jacques Lacroix. Après, moi, j'ai fait quelques ajustements, notamment au niveau on va dire, de mon interprétation archéologique, puisqu'il y a certaines places fortes dont Jacques Lacroix n'avait pas forcément pris, qu'il ne connaissait pas forcément, qui sont assez méconnues, mais qui en tout cas jalonnent tout le parcours de l'Allier.
et qui font donc de cette rivière évidemment un point d'ancrage solide pour délimiter la frontière. J'en viens également aussi au mont Milan, qui est toponymiquement, en termes de toponyme, très intéressant, puisque mont Milan, Mediolanum, c'est le mont du milieu, c'est le mont qui sépare deux tribus. Et donc ce mont Milan qui est aujourd'hui en Lozère, près de Langogne, qui surplombe un lac artificiel créé depuis quelques années, mais aussi de l'autre côté la vallée de l'Allier, a livré de riches artefacts, la période athénienne, et paraît, on peut en comprendre et par la toponymie, paraît être une place forte de limite. Donc on peut le voir sur l'image, pour ceux que ça intéresse, c'est ce qui est en bas, la grande image en bas à gauche. Donc 3 fossés défensifs, vraiment un très très beau site que je vous encourage à aller voir. Ensuite, quand on va commencer de se déplacer du côté ouest, on a une limite qui est un peu plus difficile à appréhender parce qu'on est sur une zone montagneuse qui est très peu habitée, où on n'a jamais d'ailleurs découvert jamais découvert de place forte, d'habitat gaulois. Et Jacques Lacroix, dans son livre, suppose que la limite se faisait autour de Arland, qui est aussi un toponyme intéressant, Arx-Nemetum. On reconnaîtra ici effectivement peut-être une trace d'une limite à un certain moment, mais c'est vrai que la limite est quand même très difficile à discerner, enfin en tout cas à appréhender. Et puisqu'on est dans une situation vraiment de moyenne montagne, on commence à être au-dessus de 1000 mètres d'altitude, où vraiment il y a une zone totalement dépeuplée, et où il n'y a pas beaucoup de monde. Par contre, il y a un oppidum dont je vais parler qui pourrait avoir été effectivement un oppidum frontalier. C'est le camp d'Antoun. Le camp d'Antoun, c'est un oppidum relativement intéressant parce qu'il a été occupé à 2 périodes différentes. Une première fois au VIe siècle avant Jésus-Christ, puis ensuite au 2e et 1er siècle avant Jésus-Christ, notamment au 1er siècle avant Jésus-Christ, où il a été le premier rempart, on va dire, de la Gaule face à la Narbonnaise, après la bataille du Confluent. Donc, on est vraiment entre une zone d'échange, de contact à cette époque-là, entre le monde romain et puis le monde gaulois. Et il a été notamment fouillé, cet oppidum, à plusieurs reprises. Et c'est vrai qu'on a, par ses découvertes archéologiques, pu montrer qu'il était une plateforme d'échange, en tout cas une zone frontalière intéressante où il y avait des échanges à cette époque-là qui se faisaient. Donc, je vous ai mis la photo à gauche du lidar qui a été réalisé. C'est un très beau site qui surplombe la Loire, donc le fleuve de la Loire, qui en est à ce moment-là qu'à ses débuts. Et les 2 photos à droite que vous voyez, donc c'est la première photo, le bas du camp d'Antoun, qui est protégé, en fait, naturellement fortifié par des falaises. Et puis ensuite, une partie qui est fortifiée grâce à des murets, des remparts, comme on peut en voir dans d'autres oppidums, des murets de pierre sèche. Ensuite, je voulais parler d'un personnage, parce que c'est vrai que quand on parle du Velay, on a peut-être en tête un passage de la guerre des Gaules, qui est celui où Jules César traverse les Cévennes. Alors, beaucoup d'érudits se sont posé la question de savoir où il avait pu franchir les Cévennes. L'un des principaux étant Camille Jullian. Pour avoir un peu étudié la question, donc dans mon livre, je me suis dit, je me suis penché sur la question. Et je me suis demandé quel pouvait être l'itinéraire, quelles pouvaient être également les voies d'accès à cette époque-là. Et il apparaît qu'il y a une des voies reconnue, en tout cas par les historiens, qui est la voie du Pal, qui relie, donc, comme je le disais, l'Ardèche, Elvie, et sa capitale, Alba, avec
le Velay. Et donc, Jules César décrit très bien ce passage dans la guerre des Gaules en disant qu'il franchit les Cévennes dans la neige en février. Et donc, qu'il arrive à ce moment-là sur le territoire des Vélaves. Donc, je vous ai mis en photo, d'une part, le tableau très célèbre de Vercingétorix parce qu'il est conservé au Puy-en-Velay, qui est aujourd'hui la capitale du département de la Haute-Loire, au musée Crozatier. Puis à droite, la voie d'accès, donc la voie du Pal, qui est une voie qui a été reprise ensuite au Moyen-Âge, enfin déjà pendant la période romaine, puis ensuite au Moyen-Âge, qui était une voie de commerce très importante et qui aurait donc pu être effectivement la voie empruntée par Jules César lors de sa traversée des Cévennes. Et ce qui est très intéressant, c'est que juste en haut de cette voie, juste quand vous arrivez en fait au sommet, au col de cette voie, vous avez un sanctuaire qui pour moi est un sanctuaire de limite, et qui montre une fois de plus que les lieux de limite, les lieux de passage étaient sanctifiés, ce qui n'est pas non plus une nouveauté. Donc, c'est le fanum qui s'appelle le fanum de Sainte-Abeille. Il a été très mal fouillé au XIXe siècle par Jean de la Laurencie, qui était un érudit relativement connu, grand ami de nombreux écrivains parisiens, et qui a fouillé ce fanum. Alors, je vous ai mis quelques photos autour de ce fanum. À gauche, vous voyez une inscription sur une pierre, une inscription assez étrange, parce qu'on a du mal à savoir ce qu'elle veut dire. Si vous avez d'ailleurs des pistes, je suis preneur. Certains disent que c'est une inscription grecque. Ça aurait été inscrite par en fait les commerçants de Massalia qui auraient emprunté cette voie, qui aurait été une route de l'étain finalement à une époque une époque reculée, et qui aurait servi de repère, de point de passage. Et ce fanum aurait été précédé par en fait une borne de passage. En deuxième photo, je vous montre une partie de la calade qui est assez bien conservée. Donc calade, c'est finalement une voie empierrée et qui est potentiellement cette fois-ci peut-être romaine. C'est vrai que la première photo que je vous ai montrée tout à l'heure était plutôt sur médiéval, mais là c'est vrai qu'on est sur une partie qui pourrait pouvoir conserver les traces de l'époque romaine. Puis à droite, je vous ai mis une pierre assez intéressante parce que c'est une pierre aussi qui sert de limite dans certains documents anciens, et qui est une pierre qu'on appelle l'hôtel druidique. Alors, c'est les gens là-bas appellent ça l'hôtel druidique de Sainte-Abeille, d'Abellio. Et je pense que c'est effectivement une pierre qui a été débitée par un carrier et qui lui donne cet aspect assez étrange. Et donc, elle a pu marquer effectivement le voyageur, et elle a pu être utilisée dans la construction du fanum. Une pierre assez étrange. Donc là, je vous mets quelques découvertes qui ont été faites lors des fouilles de ce Jean de la Laurencie dans ce fanum. Donc, je vous le disais, fanum de Sainte-Abeille. Sainte-Abeille, c'est en occitan, on l'appelle Abellio. Abellio, ça peut renvoyer soit au dieu Abellio topique que l'on trouve plutôt dans les Pyrénées. Donc, ça m'étonnerait que ce soit ce dieu-là auquel il soit fait référence. Ça peut renvoyer deuxièmement à Bélénos. C'est une hypothèse qu'avait Jean de la Laurencie, que d'autres érudits ont eue. Ou une troisième hypothèse, c'est que Abellio, ici, pourrait renvoyer un culte des déesses mères. Et vous avez justement une des figurines qui a été trouvée sur le site en bas à droite. Et c'est les Matrae Obelance, qui étaient donc des divinités vénérées, qui auraient pu être vénérées en tout cas en ce lieu-là. Donc un site intéressant qui marque une fois de plus, sans que je m'avance trop, une limite.
Ensuite, quand on va remonter encore un peu plus au nord, cette fois-ci, on est passé vraiment sur la frontière nord du Velay. On a des sites qui sont aussi très intéressants. Le premier que je cite et que d'ailleurs Jacques Lacroix a cité dans son livre, c'est la pierre des Trois Évêques. Vous savez que les diocèses ont repris souvent les limites des civitas romaines, elles-mêmes qui ont pu reprendre les limites de Pagus. Et donc cette pierre des Trois Évêques, qui est finalement une pierre à cupule, c'est-à-dire une pierre avec à sa surface des cavités creusées par la main de l'homme, a pu être utilisée comme repère, comme point limite entre plusieurs pagus. Et là, on retrouverait effectivement le pagus vélave, le pagus helvien et le pagus décigusiave. C'est encore le cas aujourd'hui, puisque cette pierre est entre l'Ardèche, la Haute-Loire et la Loire. Bien sûr, je passe également sur les légendes qui sont attachées à cette pierre, et notamment les légendes qui font part de l'enlèvement de cette pierre et du tourment que subit celui qui enlève cette pierre. C'est une constante des bornes, vous savez, des bornes limites, où on imagine que quelqu'un vient enlever cette borne limite et ensuite que celui qui l'a enlevé en subit le tourment éternellement. Et donc, cette pierre vraiment marque, à mon avis, une limite assez sûre depuis plusieurs millénaires. Ensuite, toujours sur le nord, on va avoir la vallée de la Loire qui va être une limite assez certaine. On retrouve encore une fois des places défensives un peu plus modestes que, par exemple, le mont Milan ou le camp d'Antoun, mais notamment on retrouve le mont Malorum. Donc là aussi un toponyme assez intéressant dans l'esprit, Malorum, qui a un fossé, qui a un rempart, une butte de terre qui a été aménagée sur le sommet d'une montagne, et où quelques découvertes archéologiques ont été faites permettant de dater effectivement une occupation du 6e, 7e, 6e siècle avant Jésus-Christ, et puis après plus récente au 4e, 3e, 2e siècle. Je cite rapidement un autre point également qui m'a intéressé aussi dans le livre, qui est un point cette fois-ci de limite entre l'Auvergne et le Velay, qui est le mont de la Marue. La Marue, c'est un sanctuaire romain qui s'est très certainement substitué à un sanctuaire beaucoup plus ancien, centré autour d'une source sacrée. Et on l'appelle la Fonboine, donc la bonne source. Et on voit les traces, donc je vous ai mis les traces du fanum gallo-romain, plus une découverte d'un médaillon du dieu Achélos qui avait été fait à cet endroit. Et la Fonboine peut renvoyer également à Bélénos, bien évidemment. Donc un point encore de frontière qui semble assez assuré de par la présence à la fois d'un sanctuaire et puis de toponymes évocateurs. Et puis pour finir sur la question des frontières, je voulais passer sur les frontières à l'ouest, qui sont là assez bien délimitées finalement, parce qu'elles reprennent une chaîne de montagne qui est la chaîne du montagne du Devès, qui est une chaîne qui culmine à plus de quasiment 1500 mètres et qui sépare le Brivadois, donc l'Auvergne, du Velay. La Durande, ça peut faire penser au toponyme ignorande, c'est-à-dire effectivement un toponyme de limite. On retrouve également d'autres toponymes comme Finesse, donc Fix. On a un lieu qui s'appelle Fix. Mais aussi, et surtout, et ce qui est très, très intéressant, c'est qu'on a découvert récemment, Jean-René Mestre a découvert récemment un oppidum qu'on a nommé oppidum de Jax et qui est situé juste à côté du lieu dit de Fix, donc comme je disais Finesse, et qui certainement fait la liaison qui était au bord d'une voie qui faisait la liaison entre le Velay et l'Auvergne. Donc cet oppidum, pour le présenter rapidement, se situe sur
une petite butte naturelle et qui a été fortifiée par un muret en pierre. Donc, toujours la même technique que l'on retrouve au camp d'Antoun ou au Mont Milan, à savoir que l'on peut utiliser la matière, la pierre, la matière volcanique qui se trouve sur place pour dresser des murs. Et là, on a un mur qui fait en hauteur quand même plus de 8 mètres, mais qui reprend effectivement une base naturelle. Donc, c'est un oppidum qui aujourd'hui n'a jamais été fouillé et qui est très intéressant, qui serait très intéressant de prospecter pour justement comprendre quelles pouvaient avoir les périodes d'occupation. Et puis, si on retrouve également des éléments qui peuvent faire penser à un pendant du Mont Milan ou du camp d'Antoun à cet endroit. Donc voilà, et je vous ai mis, donc vous trouvez à gauche le plan avec une voie gauloise qui a été reprise au cours des siècles pendant l'Antiquité, puis ensuite au Moyen-Âge, comme la Rigordane. C'est la voie qui allait jusqu'à Saint-Gilles dans le Gard. C'est une voie commerciale de première importance et ce trajet n'a que finalement très peu évolué entre les siècles. Et puis en dessous, la deuxième photo, c'est le découvreur du site avec le rempart, enfin, en tout cas ce qu'il en reste. Et pour ceux qui sont intéressés par ce sujet-là, il y a eu un petit article dans le bulletin des Amis des études celtiques, justement, à ce propos, sur la découverte de cet oppidum. Donc voilà pour la première partie. On peut passer désormais à la deuxième partie qui sera beaucoup plus tournée vers la mythologie. On a vu déjà les frontières et quelques sites du Velay, gaulois et celtique. Et donc maintenant, je vais m'attacher à justement raconter l'histoire et la mythologie à travers notamment les découvertes archéologiques, puis les découvertes archéologiques, puis également les légendes qui ont pu remonter jusqu'à nous et qui sont les témoins d'un héritage gaulois. Donc pour commencer, je voulais juste rappeler le peuplement celte. Bon, on est autour du 8e siècle avant Jésus-Christ. On retrouve des éléments assez intéressants sur la vallée de la Loire, comme je le disais, au mont Malorum, où on a des occupations donc, du 7e, 6e siècle. Et j'ai mis justement en photo une trace de cette occupation avec ce cavalier, donc, qui est dit cavalier du Basset et qui est daté du 7e siècle avant Jésus-Christ et qui a été trouvé il y a désormais plus d'une cinquantaine d'années et qui représente donc un cavalier celte qui est donc visible au musée Crozatier. Donc, on reconnaîtra ici la classe ce qu'on appelle des équitesses gauloises avec cet homme qui chevauche un cheval. Je voulais également parler rapidement de l'influence ligure, parce que c'est quelque chose qui est effectivement très débattu, comme a pu le dire M. Poitrenaud en introduction. Qu'est-ce qu'on entend déjà par ligure? C'est une question qui serait nécessaire de se poser. Moi, en tout cas, je l'ai pris dans mon livre. Je l'ai interprété dans mon livre comme étant la survenance en Velay d'échanges avec la partie sud de ce qu'est aujourd'hui la France et puis même de l'Italie. C'est-à-dire que le Velay était situé très certainement sur une voie d'accès vers le nord de la France, qui était une voie qui faisait le doublon de la vallée du Rhône et qui pouvait être empruntée justement pour se rendre notamment en Bretagne. Et pour ça qu'on dit que la route de l'Étain passe à travers le Velay. Et ça a pu attirer justement les marchands, les commerçants grecs à partir de la fondation de Massalia, 7e siècle avant Jésus-Christ,
Et un des témoins de cette alliance, au même titre finalement que l'on a le cratère de Vix, qu'on retrouve le cratère de Vix, eh bien, on a en Velay une main de bronze sur laquelle on peut lire en grec la phrase suivante en reconnaissance, en signe de reconnaissance pour les Vélones. Donc, on a finalement une trace, un artefact qui pourrait nous signifier que les marchands grecs des comptoirs de la Méditerranée auraient scellé une alliance avec la tribu Vélave pour pouvoir passer à travers leur territoire. Et donc après, à partir de là, ça a beaucoup inspiré certains érudits, notamment au début du XXe siècle, qui ont voulu voir toute une épopée, toute une influence finalement ligure dans cela. Mais en tout cas, moi, je vois plutôt la main de bronze comme l'équivalent du cratère de Vix pour les Vélaves. Voilà. On a parlé des frontières. Il serait aussi bon de parler de quelle pouvait être autour de à l'intérieur de ces frontières la capitale quelque part de ce pagus pour le peuple vélave. Alors, on a une place forte, Oppidum, qui est vraiment reconnue comme étant l'une des plus importantes de la région, en tout cas la plus importante du Velay, c'est l'Oppidum de la Roche-Lambert. La Roche-Lambert, Oppidum aussi, qui a été, on va dire, habité à plusieurs périodes, se situe sur une colline promontoire au-dessus d'une petite rivière qui s'appelle la Borne. Et on a aussi un fossé avec un aménagement défensif. Et donc, ça aurait été là la place forte, la première place forte vélave, en tout cas la plus importante en termes de capacité, et aussi marquée par une centralité, une assez grande centralité. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à l'époque romaine, on retrouve à quelques kilomètres au nord, à 4-5 kilomètres maximum au nord, l'installation de la capitale romaine, de la civitas, en fait, du chef-lieu de la civitas romaine. Donc, en fait, on est un peu sur la même démarche que l'on retrouve à de nombreux endroits. Hein. C'est le cas de Bibracte et puis d'Autun, par exemple, où finalement la Roche-Lambert se retrouve abandonnée. Ça, on a les traces, on sait qu'elle a été abandonnée au 1er siècle avant Jésus-Christ par les fouilles, pour ensuite se diriger, être déplacée, comme Bibracte à Autun, comme je le dis, à Saint-Paulien, qui se trouve à 5 km au nord et qui deviendra Ruessium, la capitale de la civitas. Et Ruessium nous est notamment connu par la table de Peutinger, par exemple. Et donc, on est on peut facilement l'identifier. Puis le sous-sol regorge de trouvailles et d'objets romains. Donc, de ce côté-là, on a effectivement cette substitution de la Roche-Lambert par Ruessium. Ensuite, pour aborder l'aspect mythologique, après avoir vu rapidement l'aspect historique, sur l'aspect mythologique, en Velay, on a un certain nombre de divinités, de dieux et déesses celtes qui sont parvenus jusqu'à nous. La première de ces divinités, mais qui est une fois de plus assez complexe à aborder, c'est la divinité Adidon. Adidon, c'est une divinité que l'on retrouve uniquement au Puy. C'est une divinité topique. Donc au Puy-en-Velay, que vous pouvez voir sur l'image à gauche. Et à Didon, on en a retrouvé notamment une inscription, ce que je montre en dessous. Et il ne fait aucun doute qu'avant l'installation d'un fanum gallo-romain, dont on peut voir encore les traces, en tout cas en réemploi, il y avait au Puy-en-Velay, donc sur le haut d'une colline, le colline d'Anicium, il y avait un temple gaulois
un centre où on vénérait la divinité Adidon. Adidon, c'est, comme je le disais, assez complexe de dire quelle pouvait être cette divinité topique. Est-ce que ça a à voir avec la déesse Anna? Ça a été une piste qui a été explorée. Je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure piste, mais en tout cas, on dit que Adidon, c'est la déesse du mont Anicium et qu'il y aurait une déformation linguistique et que ce serait donc Anidon, Ani et Anidum, donc la montagne, la montagne d'où nomme le forteresse d'Ani, de Anna, de la déesse Anna. C'est discutable. Voilà. Mais en tout cas, c'est un centre sacré, un centre qui, de tout temps, j'allais dire, a appelé à la vénération. Ensuite, on a une trace juste à côté du Puy-en-Velay, à moins d'1 kilomètre du premier mont que vous avez pu voir sur la photo. On a une deuxième formation géologique assez intéressante que les géologues appellent dike. C'est en fait une cheminée volcanique qui s'est solidifiée et qui est appelé le rocher d'aiguille, parce qu'il a une forme d'aiguille. Et ce qui est intéressant, c'est que par les légendes, on sait que les populations locales le tenaient pour avoir été, entre guillemets, créé par Gargantua. Gargantua aurait en effet fianté le rocher d'aiguille. Et c'est un rocher donc, qui est lié à ce légendaire. Je renverrai bien évidemment aux travaux d'Henri d'Ontanville, mythologie française, qui explique très bien la divinité Gargan, et notamment sa substitution progressive d'abord par Mercure, puis ensuite par Saint-Michel, et qu'on retrouve au Mont Saint-Michel, par exemple, également le Tomblaine, tout le mythe de Gargantua qui se retrouve à cet endroit, ou au Mont Gargot, et Mont Gargan dans Limousin également, et Mont Gargot en Lozère, et puis aussi en Italie, qui sont des traces finalement de cette divinité. Ensuite, et c'est mon dernier point mythologique, dernière divinité celtique, c'est Lugh. Lugh, que les amis des études celtiques connaissent bien, on le retrouve en Velay. On le retrouve en Velay, effectivement, à Saint-Didier-en-Velay. Alors, Saint-Didier-en-Velay, quand on regarde un peu en détail dans les cartulaires, dans les compois, on s'aperçoit que Saint-Didier s'appelait auparavant la Silva Lugdunense. C'est-à-dire que vous retrouvez avant, donc au 9e, 10e, 11e siècle, vous retrouvez des textes où ce site est désigné sous le nom de Silva Lugdunense, donc la forêt liée à Lugh. Et ce qui devient intéressant, c'est que vous êtes à la fois en frontière du Velay et du Forez, donc du peuple ségusiave, donc à la fois un sanctuaire à Lugh, une silva, une forêt consacrée au dieu Lugh, mais également un lieu limite, ce qui n'est pas une nouveauté quand on étudie un peu effectivement les endroits où pouvait être vénéré le dieu Lugh, quand on sait qu'il accompagnait notamment les voyageurs. Je me suis notamment appuyé dans mon livre, plus largement sur les études qui pouvaient avoir été faites dans les bulletins de la Société de mythologie française et qui avaient montré, encore pire, que souvent Lugh avait été remplacé par Saint-Didier. C'est-à-dire que vous avez une vénération ancienne à Lugh qui se transforme en une vénération plus tardive à Saint-Didier. Et c'est notamment Raymond de Lavigne, pour ceux qui s'intéressent un peu à ça, qui avait fait le lien, mais lui du côté de la Somme, sur Montdidier. Et il avait écrit un article intitulé « Montdidier, un lugdunum qui s'ignore ».
Et ben là, c'est un peu pareil, c'est Saint-Didier-en-Velay, un Lugdunum qui s'ignore, avec toute une forêt sacrée certainement dédiée au dieu Lugh et un site frontalier. Je finirai juste sur Saint-Didier en disant que Saint-Didier fêtait jusqu'à très récemment la Lughnasadh. C'est-à-dire que Lughnasadh, qui est le 1er août, autour du 1er août, est fêté à Saint-Didier par la fête patronale qui est le 27 juillet. En fait, Saint-Didier, c'est Saint Désiré en Haute-Loire, et c'est Desiderum. Et en fait, on a vraiment totalement comment j'allais dire, on peut retracer finalement toute l'histoire de Saint-Didier via le dieu Lugh et voir tout l'héritage qui nous a été laissé. C'est assez formidable de se rendre compte que derrière ça, en fait, on a le dieu Lugh et que tout le cadre au niveau des fêtes chrétiennes qui ont repris finalement cette Lughnasadh plus tard. Et puis au niveau de la toponymie qui jusqu'au XIIe siècle faisait encore état de cette forêt sacrée. Donc voilà pour le dieu Lugh. Et pour terminer, je voulais juste aborder, on va dire en cerise sur le gâteau, le site de Polignac, pour montrer aussi qu'il faut faire parfois attention et que les érudits vont parfois un peu loin. Alors Polignac, c'est le berceau de la famille, c'est un des berceaux de la famille de Polignac, le château principal au Moyen-Âge de cette famille, de cette grande famille qui était vicomte du Velay et qui a eu jusque sous Charles X, puis Louis-Philippe, des rôles très importants au gouvernement. Donc habiter ce château. Et Polignac, on le fait dériver du dieu Apollon dans son étymologie. Et parce que la famille de Polignac, en fait, a voulu, à partir du 15e siècle, s'approprier la descendance, une ascendance plutôt divine. Et elle a tout fait pour relier ses ancêtres au dieu Apollon. Et elle pensait que le rocher sur lequel elle avait établi son château était en fait un ancien temple à Apollon. Alors, ça a pu être démontré par des études historiques, on retrouve ça d'ailleurs pour d'autres familles nobles de cette époque-là, mais que tout ça n'était qu'un montage, finalement une hagiographie qui a été menée au Moyen-Âge, au 15e, 16e siècle, par des personnes au service de cette noble famille pour justement se rattacher à une ascendance divine, à l'ascendance d'Apollon. Et le comble, c'est que même les Polignac a fait venir en fait des ruines de Ruétium, donc c'est-à-dire la capitale de la Civitas Vélave, a fait venir des réemplois. Et notamment, vous retrouvez au sein du château, dans le donjon, vous retrouvez cette tête de divinité, qui est à mon avis une divinité liée aux sources, peut-être un triton, sûrement une divinité en lien avec la vénération des eaux. Et c'était carrément approprié une partie de Ruétium, des réemplois, il les avait fait venir pour construire son château et pour exposer ses vestiges et pour s'inventer quelque part une ascendance mythique apollinienne. Très intéressant. Et je terminerai juste en disant que ça a été souvent repris au XIXe siècle par des celtomanes, comme je les appelle, c'est-à-dire ceux qui voulaient absolument voir partout du celte, mais qui veut absolument dire qu'il y avait un temple à Apollon à cet endroit-là et que effectivement la famille de Polignac descendait d'Apollon. Mais tout ça pour dire que l'héritage, ça sera ma conclusion, tout ça pour dire quand même que l'héritage celtique et gaulois est largement présent en Velay, que ce soit sous la forme des toponymes, des frontières, des noms de lieux aujourd'hui,
que ça soit également sous la forme des sites archéologiques que l'on peut encore retrouver et qui sont aujourd'hui, pour certains, fouillés, ou que ça soit sous la forme des légendes et des fêtes populaires. Et je parlais tout à l'heure de la Lughnasadh, par exemple, qui est devenue une fête patronale. Et tout cet héritage gaulois et celtique, il ne tient finalement qu'aux habitants du Velay de le redécouvrir. Ça sera ma conclusion. Merci Bruno. Je vous en prie. C'était formidable. Alors Axel, est-ce que vous avez des questions? Alors, j'ai un problème simplement, c'est que mon écran n'ayant pas cessé de sauter, j'ai perdu le fil des discussions. Donc, je ne sais pas, je ne le vois plus, je suis confuse, mais je n'arrive pas à retrouver le mode discussion. Donc, si quelqu'un veut bien prendre le relais, ça m'arrangerait. Moi, je ne les vois pas non plus. Je sais Moi, qu'il je y a... vois. Alors, moi, je n'ai pas vu dans le chat, je n'ai pas vu de questions. Il y avait deux, mais je n'arrive pas à les... Non, moi non plus. Non. Alors, je vais poser la question en attendant qu'on va peut-être retrouver celle dont j'ai parlé tout à l'heure ou hier, quand on a fait la préparation. Et c'est simplement qu'est-ce qui amène quelqu'un, bon, donc un jeune, hein, à s'intéresser pour ces choses-là, pour, disons, voilà, les vieilles pierres, pour dire ça en rigolant. Deux choses. D'une part, j'ai l'amour du pays. Voilà, je suis né en Velay, j'ai grandi en Velay, donc j'ai toujours été émerveillé par ces paysages, par ces sites, par ces légendes, par ces histoires qu'on pouvait me raconter, que je pouvais lire dans les journaux, que je pouvais découvrir en allant me promener. Puis le deuxième point, c'est évidemment une filiation, on va dire. Je veux dire, mon père a pu m'emmener très jeune sur les sites, m'a poussé à m'intéresser à ces sujets-là. Et puis, je m'a toujours passionné. Et donc, du coup, je dirais que voilà, c'est aussi une passion familiale. Très bien. J'ai aussi la question, une autre question, c'est et maintenant, quels sont vos projets futurs dans ce domaine? Alors, premier projet, c'est l'écriture d'un autre livre qui sortira en mars, enfin bientôt d'ailleurs, en mars, mi-mars 2022 normalement, et qui aura pour thème les mégalithes, les roches à bassin, roches remarquables et sources sacrées de la Haute-Loire. Donc là, je ne vais pas me limiter seulement au Velay, mais je vais balayer toute la Haute-Loire. Et l'idée, c'était de pouvoir faire un inventaire de tous ces sites qu'on connaît mal, qui sont des sites méconnus, qui sont des sites perdus, pouvoir les tirer de leur oubli et aider les Vélaves à se les réapproprier quelque part, enfin ne pas les oublier en tout cas, et à s'intéresser à eux. Et donc ça, c'est le premier projet que j'ai. Et le deuxième projet que j'ai en tête, ça serait de poursuivre on va dire l'œuvre que j'ai entamée avec le Velay païen en continuant tout simplement, cette fois-ci en passant au Velay chrétien. Le premier livre vraiment s'intéressait aux origines de la spiritualité en Velay, c'est-à-dire comprendre quelles pouvaient avoir été les croyances, les dévotions, les vénérations de l'époque préhistorique, du paléolithique, jusqu'à l'arrivée du christianisme. Et je suis aussi très intéressé par le Haut Moyen-Âge. C'est une époque qui m'intéresse beaucoup parce qu'on reprend à la fois l'héritage antique avec des continuations, mais aussi on s'en détache. Et j'aurais bien aimé justement poursuivre cette œuvre autour du question du christianisme, à savoir comment est-ce qu'il a pu supplanter le paganisme, et puis ensuite qu'est-ce qu'il a aussi, comment il a aussi vécu au Moyen-Âge. Donc voilà pour les deux projets. Merci.
Est-ce que je peux poser une question? Qui était le saint qui a christianisé cette partie de la France en Valais? Alors, on a deux saints qui sont très présents dans les légendes, qui sont Saint Georges et Saint Front. Saint-Georges, l'anglais? Donc, ça doit être un Saint Georges différent, mais qui est justement son église, enfin en tout cas ses lieux de culte en Velay, et qui est donc très présent dans le légendaire Vélave. Saint-Front, lui, a continué ensuite en direction de Périgueux, du Rouergue, et il a évangélisé ces populations-là, et on le retrouve à ces endroits-là. Mais en tout cas, deux saints vraiment importants, Saint-Georges, Saint-Front, auxquels j'ajouterai aussi Saint-Marcel, où on retrouve une légende assez intéressante de Saint-Marcel qui a été décapité par les païens parce qu'il faisait œuvre prosélytisme sous un orne, et donc il a été décapité, mis à mort. Et aujourd'hui, on a une fontaine sacrée qui est réputée, qui a de nombreuses vertus et qui en garde la trace. Donc voilà pour les trois saints principaux. Évidemment, on retrouve aussi, j'en profite pour le dire, Saint Martin, qui est le saint évangélisateur de la France, assez largement. Et donc, on retrouve de nombreuses pierres sacrées, nombreux lieux de culte qui sont dédiés à ce Saint Martin, saint évangélisateur. Et c'était dans quel siècle qu'ils ont évangélisé cette partie du monde? Je pense que c'est assez débattu, on n'a pas non plus de preuves formelles, mais je pense que c'est autour du IVe siècle après Jésus-Christ, ce qui coïncide effectivement avec on va dire la doxa des historiens, pas remise en question, hein, mais c'est à peu près l'opinion des historiens de dire qu'au IVe siècle, c'est l'évangélisation de l'Auvergne, du Velay. Merci. Il y a d'autres questions? Oui, tout à fait. Axel, est-ce que tu es encore avec nous? Oui, je suis encore avec vous, mais j'ai toujours pas les questions. J'ai pas le fil, donc vous ne Ah, pouvez d'accord. pas poser. Alors moi j'ai Je peux vu. féliciter, mais c'est tout ce que je peux faire. Bon, alors je vois une question. Est-ce que les pierres à bassin sont celtes? Ouais, moi, les pierres abassiens, c'est un peu ma marotte. Moi, c'est vraiment mon sujet de prédilection. J'adore ça parce que c'est quand même un sujet où on a aussi une grande part d'interprétation qui nous est laissée. C'est vrai qu'on ne sait pas grand-chose sur ces pierres. Il faut savoir qu'elles ont été pendant très longtemps, totalement ignorées, balayées du revers de la main par les préhistoriens, par les historiens, qui les considéraient finalement comme des vestiges soit assez récents, soit qui n'avaient rien à dire. Pierre à bassin, certaines peuvent être de l'époque celte, ou en tout cas ont pu être réutilisées, je dirais plutôt à l'époque celte. Mais c'est vrai, c'est assez difficile à dater dans l'absence de certitude archéologique. Après, moi, je me suis intéressé un peu à ce qui avait été récemment sorti, hein, notamment dans le bulletin le bulletin préhistorique de la Société de préhistoire française, où ils avaient trouvé ils ont réinterprété une pierre à cupule. Donc, c'est une pierre à bassin avec plein de petits bassins qui était au musée de Saint-Germain-en-Laye. Et ils en ont déduit que cette pierre à cupule était une représentation de l'espace géographique. C'était une sorte de carte primitive. Donc, c'est une hypothèse qu'on peut faire aussi sur certaines pierres à bassin qui ont une origine anthropique. Il y a aussi l'interprétation plus ancienne des représentations stellaires. On le retrouve notamment sur certaines interprétations de gravures dans la Vallée des Merveilles. Ça, c'est quelque chose qui
qui est débattu, mais bon, qui a été proposé. Et puis aussi à toutes les pierres un peu qui ont une origine aussi, à certaines pierres à bassin qui ont une origine naturelle, mais qui ont attiré l'attention et qui sont devenues au cours des siècles, qui sont devenus des points repères. Qui sont devenus des points repères, des points où il y a des légendes qui les entourent. Ça peut dater, ça peut remonter à l'époque celte, à l'époque gauloise, en tout cas, c'est pas impossible. Après, c'est vrai qu'à prouver, ça reste plus compliqué. Très bien. Une question de Marie-Que. Y a-t-il d'autres fêtes de type Saint-Dizier? Si j'ai bien compris la question, qui de type Saint-Dizier? Alors, d'autres fêtes de saints comparables à celles de Saint-Dizier, si j'ai bien compris. En fait, je l'explique. Alors, c'est un peu compliqué. Je ne voulais pas trop me lancer dans une explication non plus trop compliqué sur Saint-Didier-en-Velay et le lien avec Lugh. Ce qu'il faut retenir, deux choses. Premièrement, qu'on a une trace de toponyme ancien de Silva Lugdunense à cet endroit-là. Et que deuxièmement, on a un lien entre Saint-Didier et Lugh, entre Didier et Lugh. Et souvent, les lieux qui ont pu avoir un sanctuaire ou en tout cas une trace liée au dieu Lugh ont ensuite été consacrés à Saint-Didier, qui peut aussi, en Haute-Loire, Saint-Didier, c'est Saint-Désiré. Voilà. Après, on a d'autres exemples, d'ailleurs j'y pense, on a d'autres exemples en Haute-Loire, pas en Velay, mais en Haute-Loire, avec Saint-Didier sur Doulon. Saint-Didier-sur-Doulon, qui est un petit village aussi, qui présente un fanum. Très certainement dédié au dieu Lugh, où on a fait très longtemps des découvertes archéologiques qui ont été faites, même si ça n'a jamais été fouillé depuis, et puis ça n'a jamais été tellement prospecté, mais il y a aussi très certainement un lien à voir avec Lugh là-dedans. Je ne sais pas si c'était la question, si ça répond à la question. J'ai une question subsidiaire. Est-ce qu'il y a dans la personnalité de Saint-Didier, donc Saint-Désiré, est-ce qu'il y a quelque chose qui peut faire la connexion avec Lugh? Ou est-ce que c'est seulement la date de sa fête qui s'approche de la Lugh-Nassad? Non, c'est plutôt la date de la fête patronale qui s'approche. Saint-Désiré, effectivement, en Velay, est fêté à la Lugh-Nassad. Voilà. C'est le lien qu'on peut faire. Et quand en fait, c'est un faisceau d'indices qu'on a, à savoir toponymie, légende, et puis fête de Saint-Didier qui nous renvoie directement à Lugh. Ce qui est curieux, c'est que je crois qu'une des interprétations de Lugdunum, c'est Desideratum Monte. Exactement. Et exactement. Et ça, faut lire absolument l'article de Raymond Delavigne, hein, comme je le disais, Montdidier, un Lugdunum qui s'ignore, où tout est expliqué. Et justement, il explique que ce Montdidier dans la Somme, qui est Desideratum Montem, renvoie en fait à Lugdunum. Et on a exactement la même chose à Saint-Didier-en-Velay. Saint-Didier-en-Velay, c'est à la fois le Desideratum Montem, dans les cartulaires, on a cette trace, et le Silva Lugdunense. Donc vraiment, le faisceau d'indices est quand même assez énorme, et pour nous dire effectivement que là, à cet endroit-là, il y avait un lieu de culte, une forêt très certainement, hein, comme le laissent penser les écrits anciens, consacrés à Lugh. La question suivante que je vois sur le chat, c'est alors comment faire le lien entre Lugh et Didier? Je crois qu'on l'a fait. Maintenant, quelles sont les grandes routes qui traversent le Velay? Le Velay, pardon.
Alors, sur les routes, j'imagine qu'on parle plutôt des routes gauloises. Il y en a une qui a plutôt pu être identifiée, qui est la route qui reprend finalement la Via Agrippa de Lugdunum à Saintes et qui traverse le Velay du nord au sud. C'est une voie plus ancienne, gauloise, dans le sens où on a pu en refaire le tracé. Et on s'est rendu compte, notamment lorsqu'on a refait le tracé, que la voie gauloise était beaucoup plus tortueuse. En fait, elle passait beaucoup plus par les centres, soit les agglomérations oppidum de l'époque, dont la Roche-Lambert, dont je parlais, mais aussi vers d'autres domaines agricoles gaulois qui ont pu être retrouvés par l'archéologie, alors que la voie romaine qui a été ensuite construite et qui apparaît sur la table de Pottinger est beaucoup plus droite et beaucoup plus directe. Et c'est très intéressant de pouvoir comparer. Donc ça, c'est la première voie que vous pouvez retrouver nord au sud, de Lyon en fait à Toulouse, via Agrippa. Et la deuxième que j'ai commencé d'évoquer au sujet du passage de Jules César, c'est une voie cette fois-ci qui venait de la vallée du Rhône, donc de l'Est, et qui allait vers l'Ouest, qui allait en direction de l'Auvergne. Et là, c'est celle qui passe effectivement certainement à l'oppidum de Jax, qui passe à l'Ouest, mais à l'Est, c'est celle qui passe aussi à Antoun et au fanum de Sainte-Abeille d'Abellio. Et c'est là où je vous ai montré les vestiges, les quelques vestiges qu'on pouvait trouver de cette voie, de cette calade, de ce chemin empierré, où justement les légions de César auraient franchi les Cévennes. Donc deux principaux axes. Ouais. Bien. Je vois de l'association Bella-Vie Yalom. Alors, il y a une indication, 2 axes, est-ouest et nord-sud. Je renvoie aux travaux de Frédéric Lavacherie à ce sujet. Bon, je pense que c'est clair. Je suis d'accord. De Fabrice Michel, aussi une information concernant les mégalithes. Je conseille de visualiser le film de Quentin Leplat sur les mégalithes du Sancy, sud du Massif central, Issoire et Clermont. Il y a effectivement des rapports de distance et d'alignement et il existe une coudée mégalithique. Voilà. Bien. Après Fabrice, je ne sais pas si ce qui est... Et encore une autre information, la Régordane est-ouest est une des routes présumées de César venant d'Ardèche, sud-nord. Je ne sais pas si j'ai bien compris. Oui, si la personne peut... Peut-être les micros sont encore... Oui, non. C'est pour ça. La Régordane est-ouest, c'est plutôt voilà. grossièrement, on va dire, la route de l'État, ce que vous disiez tout à l'heure, monsieur Mestre. Nord-sud, c'est un des 3 axes présumés de l'accès de César aux Cévennes. Un des 3 axes présumés. Et effectivement, quand on voit ces 3 axes, ça passe grossièrement par les sommets, les différents sommets des crêtes, jamais en vallée, et pas bien loin de Antoun. Donc il y a le monastier pour être précis, et ça part vers Saint-Paulien par la suite. C'est un des 3 axes présumés. L'autre axe présumé serait plutôt est-ouest et qui viendrait de Vienne en direction de Saint-Paulien, en passant par Saint-Bonnet-le-Froid, peut-être Saint-Bonnet-le-Froid, et donc après Saint-Didier-en-Velay, allez savoir, l'Apt, Saint-Maurice-de-Lignon. Ce n'est pas très clair à ce niveau-là, même si sur Saint-Maurice-de-Lignon, vous avez le secteur de Maubourg qui est précisé, en tout cas dans leur écrit, comme étant un des axes de la Régordane. Oui, je suis effectivement d'accord. Il y a une voie aussi qui est effectivement la voie de Saint-Agrève, de Chinacoum, qui est une voie qu'avait emprunté au Moyen-Âge l'évêque Saint-Agrève.
Et effectivement, c'est une voie qui monte de la vallée du Rhône, qui aurait pu être tout à fait le point de passage de César. Puis il y a aussi le dernier point, c'est le Tracol, pas loin de la pierre des Trois Évêques, à Dunières, qui est un passage aussi, un col qui a été fréquenté pendant des millénaires. Ça, les découvertes archéologiques sont assez prouvent effectivement qu'il y avait quelque chose à cet endroit-là. Bien. Sur le chat, j'ai encore une information de Fabrice Michel à propos de Quentin Leplat, qui, je rappelle, sur son film sur les mégalithes du Sancy. Et Fabrice Michel nous dit « Voir son site Message de la nuit des temps ». Donc, je pense que ça doit se trouver donc sur Internet. Bien, pour alors l'association Relati, encore, passant par Antoun n'est pas loin, peut-être c'est déjà Oui, alors là, il y a du nouveau sur Antoun. Ça va sortir très bientôt aux Amis des Usagers, non, au Cahier du Mézin, par un archéologue qui est Jean-Louis Vorus, qui a fouillé au camp d'Antoun et qui, par des prospections LIDAR, a réussi justement à reconstituer la voie gauloise et à déterminer certaines bornes gauloises en prospectant sur le terrain et qui confirmerait effectivement le passage d'une voie gauloise juste à côté d'Antoun. Donc ça, je ne peux pas trop en dire parce que ça va être publié cet été, mais en tout cas, il y aura du nouveau là-dessus aussi. Et ce qui montre que les archéologues aussi s'intéressent toujours à ces sujets-là et ont toujours refusé des routes. Et je pense que ça va ouvrir plein de perspectives justement sur le rôle d'Antoun à l'époque gauloise, et notamment dans son rapport avec la Gaule, la Gaule et entre la Gaule et la Narbonnaise. Bien, je vois là encore de Marie que des liens sur des sites. Peut-être elle peut nous dire directement quelque chose à ce propos. Il y a un lien sur Academia, Montdidier, Somme, un Lugdunum qui s'ignore. Oui. C'est ça. C'est exactement le lien pour ceux qui s'intéressent au lien entre Didier et Lug qui est à lire. Voilà, c'était l'article que vous aviez cité. Comme vous savez qu'il était en ligne, je me suis dit que c'était peut-être utile d'avoir le lien. Et puis l'autre lien, c'est un lien vers un site qui a inventorié tous les mégalithes. Un peu plus fort, s'il te plaît. Un peu plus fort. Je ne suis pas sûre que je puisse. L'autre, c'est un lien avec tous les sites des mégalithes de France. Merci. Voici, qu'est-ce qu'on a encore? Les premiers évêques du Velay au Puy, ailleurs. C'est une question complexe. Il y a toujours, comme je le disais, le légendaire. Hein. Les légendes avec la fondation aussi du sanctuaire Notre-Dame du Puy au Puy-en-Velay. Après, la question, je crois, qui est sur le chat, c'était l'endroit où étaient ces évêques. Ça, c'est une grande question. Est-ce qu'ils ont été d'abord à Roessium, c'est-à-dire dans l'ancienne capitale de la civitas romaine, ou est-ce qu'ils étaient directement au Puy-en-Velay, ce qui est aujourd'hui le siège de l'évêché? C'est une question à laquelle je n'ai pas de réponse et qui a fait débattre au cours des dernières années, des dernières décennies, de nombreux érudits qui avaient chacun leur opinion. Après, c'est vrai qu'à Saint-Paulien, on a potentiellement des traces assez intéressantes notamment au Haut-Solier, d'une chapelle qui aurait pu être la première chapelle chrétienne en Velay. Mais bon, ça reste à démontrer. Ou est-ce que c'était directement au puits? Ça, après, je vais pas m'avancer parce que après j'ai mon avis, mais je veux dire, comme ça, c'est assez débattu. Bien. J'ai une autre question. Les sculptures du clocher de la cathédrale du Puy sont-elles gauloises?
Alors, non, elles ne sont pas. Non, les sculptures qu'on a pu voir, notamment sur une photo. Je remets. Qu'on peut voir sur la photo de droite, là, en haut à droite. Ce sont une frise, en fait, ce sont des rempois qui ont été incrustés au chevet de la cathédrale Notre-Dame du Puy et qui. Est-ce qu'on peut juste couper un micro, par contre? Non, je disais donc ces sculptures sont dans le chevet de la cathédrale du Notre-Dame du Puy et appartenaient en fait au temple, au fanum gallo-romain qui s'élevait là avant. Très belle frise qui représente donc une scène de combat des animaux sauvages. Donc c'est peut-être aussi en lien avec la divinité Adidon que certains ont voulu voir, comme je le disais, comme Anna, la déesse, la divinité Anna. Aussi, on a d'autres hypothèses qui renvoient aux divinités latines Artémis, voilà, enfin Diane Artémis ou Déméter. Enfin, c'est assez vague, mais vous pouvez les voir effectivement dans le chevet. Je crois que les représentations de chasse sont parfois, c'est un motif funéraire aussi. Après, c'est possible, mais c'est vrai que la représentation de la frise est assez grand, hein. Mis bout à bout, imagine, je crois que c'est 12 mètres. Enfin, ça avait été calculé entre ce qui est au musée Crozatier, ce qui est dans le chevet de la cathédrale. Voilà, c'était un temple de grande envergure. Il y avait certainement aussi des kiosques à côté, hein, avec différentes divinités. Mais c'est vrai que moi, j'aime bien cette hypothèse d'une divinité plutôt féminine, parce que ça ferait justement la transition entre la Vierge Marie, enfin, entre les anciennes divinités et la Vierge Marie. Et la légende la légende de fondation du sanctuaire me ferait plutôt rapprocher d'une déesse mère gauloise. Déesse mère gauloise qui aurait pu ensuite être remplacée, enfin, en tout cas, ou qui aurait pu à l'époque romaine, qui aurait pu être complémentée par d'autres divinités du même type. On a retrouvé notamment des représentations d'Isis, beaucoup plus tardif, hein, 3e siècle après Jésus-Christ, 2e siècle après Jésus-Christ, après l'introduction finalement de la religion isiaque dans l'Empire romain. Mais on a retrouvé des représentations au Puy d'Isis. Donc vraiment, je pense qu'il y a un sanctuaire aux déesses mères. Après, l'identité, c'est un peu plus compliqué. Alors, j'ai une autre question. Quels sont les liens entre les arvernes et les vélaves? Bonne question. Quels étaient les liens entre les arvernes et les vélaves? Si on en croit Jules César dans la guerre des Gaules, les vélaves, comme les Gabales d'ailleurs, étaient des clients des arvernes, donc un peuple frère, hein, plutôt avec lequel ils commerçaient. Voilà. Il y a aussi cette légende de Vercassivellon, Vercassivellonus, pour ceux qui s'intéressent à la guerre des Gaules, qui pourrait être, selon certains érudits, le chef de la tribu Vélave et qui aurait conduit les forces, une partie en tout cas des forces de renfort à Alésia, même si elles ne sont pas toutes venues malheureusement. Voilà. Alors, il y a une question je saute, là je reviendrai après. Que veut dire voler? Peut-être c'est l'occasion de... Recording in progress. Ça, c'est une question aussi qui peut être débattue. Là aussi, il y a plusieurs étymologies qui sont proposées. Mais on a souvent dit que les Vélaves étaient ceux, les dominateurs, dans son étymologie, c'était ceux qui dominent, dominateurs. Pourquoi, je ne sais pas. Je n'ai pas de réponse comme ça, mais
c'est vrai que c'est une question assez… Alors, Pas de peut-être que réponse. ça a à voir avec, je ne suis pas sûr non plus, mais peut-être c'est quelque chose, c'est un… Recording in progress. les meilleurs, les bons, les meilleurs. Oui, c'est ça, c'est cette Hein. idée de… ouais. L'élonance, c'est aussi quelqu'un qui est supérieur, voilà. Ouais, alors oui, c'est une hypothèse. Parce qu'en fait, après, C'est une hypothèse. moi-même, j'en ai parlé avec conseiller des scientifiques, des amis d'études celtiques, qui est Jean Audry. Bon, lui, n'était pas forcément d'accord. Voilà. Oui, oui, Après, voilà, hein, vous savez, la linguistique, chacun ses oui, tout à interprétations. fait. Non, mais je vous l'ai dit aussi, ce n'est qu'une hypothèse, mais bon. Oui, non, mais c'est une hypothèse qui peut être qui est acceptable. Hein. L'autre question, c'est Gergovie est-il à Saint-Maurice de Linon, en Velay? Voilà. Oui, c'est une hypothèse. Oui, j'ai vu déjà la question d'Alésia fait beaucoup discuter. Bon, après, chacun peut avoir son avis. Moi-même, je me suis rendu à Alésia. Des descriptions, je dis pourquoi pas. Hein. Après, est-ce que Gergovie était en Velay à Saint-Maurice-de-Lignon? Personnellement, ça m'étonnerait parce qu'on n'a pas vraiment eu de trouvailles archéologiques sérieuses à cet endroit-là. Je veux dire, on n'a pas quand même, par rapport à d'autres endroits, on n'a pas vraiment de découvertes tangibles. Après, pourquoi pas, hein, moi, s'il y a certaines découvertes qui viennent supporter cette idée, voilà, je reste ouvert à la question, mais en l'état actuel des choses, je ne suis pas forcément convaincu. Alors, J'avais rapidement, enfin, j'ai pas exactement, enfin, j'ai pas trop étudié non plus la question, mais de ce que j'avais vu, ça reposait aussi beaucoup sur enfin, d'une part sur une interprétation assez personnelle du texte de César, de la guerre des Gaules, puis d'autres textes aussi anciens. Voilà. Après, je reste intéressé. Et s'il y a découverte, tant mieux. alors, je lis aussi Gergovie de César n'est en tout cas pas à Merdogne. Oui, bah alors ça, après, c'est un débat, franchement, c'est compliqué de répondre à cette question parce que les historiens, entre eux, ne sont pas forcément d'accord. Certains ont des hypothèses, mais bon, après, qu'il y ait une hypothèse qui soit un peu plus acceptée que les autres, bah, pourquoi pas. Après, c'est vrai que je pense que c'est toujours bon qu'elle puisse être remise en question, qu'elle puisse être débattue. Mais aujourd'hui, il y a une hypothèse qui est validée par un nombre d'historiens, mais qui me semble possible. Après, je ne suis pas un spécialiste non plus. Donc, C'est vrai que c'est une question qui est très difficile. Si on se réfère aux travaux de Mathieu Proux, qui fouille Corinthe notamment, Gergovie, c'est pas Mergogne, pardon. Je me suis trompé en écrivant. Il y a un article qui est paru, un article vidéo qui est paru en 1980, dans les années 80, avec notamment une linguiste, le témoignage d'un archéologue, qui pouvait dire que le Gergovie de César, c'est pas Mergogne parce qu'il a été effectivement existant, un oppidum existant sur Mergogne, le Gergovie actuel, mais il est daté postérieur 50 ans après la bataille de César. Donc effectivement, Gergovie officiel, il y a un oppidum, mais il n'a pas connu, semble-t-il, la guerre des Gaules. Et effectivement, il y a peu de traces qui ont été découvertes, malgré tout, de fouilles, malgré tout, qui attestent cette position. Donc oui, c'est vrai que c'est une question qui est très délicate, tout comme pour Alésia, tout comme pour Xylodonum, où ça se trouve, tous ces sites-là. Après, vous avez sur Clermont-Ferrand, l'attaché culturel de l'époque de la ville de Clermont-Ferrand pouvait dire Gergovie, c'est pas ici. Ça serait plutôt sur les hauts de Clermont-Ferrand. Donc, vous avez une association qui défend aussi cette thèse, tout comme Mathieu Proux défend la thèse sur Coran. Donc, en fait, c'est un même secteur, plus ou moins, géographiquement plus ou moins assez proche.
Mais bon, après, oui, effectivement, il y a eu des interprétations, et ça date de 1634 déjà, avec les écrits de Simeoni. Ça, des interprétations sur ah tiens, Girgia, bah, ça devient Gergovie, mais sans aucune attestation, avec les écrits et les cartes qui étaient faites à partir de ah zut, j'ai oublié le nom de cet auteur grec, Posidonius d'Adamé, et jusqu'à 1637 sur une carte mentionnant Gergovie ailleurs que près de Clermont-Ferrand, quoi. Mais bon, c'est tout un vaste débat, et effectivement, ça nécessiterait des fouilles approfondies, mais vous avez des signes, en tout cas, dans la linguistique, dans la géographie, etc., par rapport à Saint-Maurice-de-Lignon, mais de là à dire que c'est sur place, vaste débat. Merci beaucoup. Une autre question, alors, est-ce qu'on peut dire autre chose du clientélisme des Vélones par rapport aux Arvernes? Peut-être, je ne sais pas, peut-être c'est trop... Et c'est compliqué. Après, on n'a pas non plus beaucoup de textes anciens qui parlent effectivement des peuples vélaves à cette époque-là. Après, le lien est souvent fait, comme je le disais, avec les Arvernes, avec les Gabales. Et enfin, on n'en sait pas forcément beaucoup plus. Après, comme j'ai expliqué, au niveau archéologique, on commence de faire des découvertes intéressantes, notamment sur les liens que pouvait entretenir le Velay avec la Narbonnaise au 2e, 1er siècle après Jésus-Christ. Et sur le fait que le Velay aussi était, par sa proximité, enfin, en ligne directe avec la Narbonnaise, une zone d'échange où on échangeait entre Gaulois et entre la République romaine. Je saute là une question pour y revenir après, parce que celle qui vient me semble peut-être en rapport. Alors, y a-t-il des trésors monétaires gaulois trouvés en Velay? Et est-ce que dans ces trésors monétaires, est-ce qu'on peut voir les rapports, les liaisons, les liens avec les tribus, disons, voisines? Oui, ça aussi, c'est une très bonne question, parce qu'effectivement, ça vient bien complémenter ce que je disais sur les Vélaves. C'est oui, un trésor monétaire très important, un bijou. Je le montre d'ailleurs en partie, parce qu'il a été dispersé, qui est celui de l'Apt, trouvé au début du XXe siècle, au milieu de pierres, près du village de l'Apt. Il est là à droite, voilà. Et vous avez, donc, ça a été le trésor monétaire qui a été défini comme des stataires arvernes. Et donc, vous pouvez en voir encore 17 pièces au musée Crozatier du Puy-en-Velay, je crois plusieurs aussi au musée de Lyon, musée gallo-romain de Lyon, il semble. Donc, effectivement, on est plutôt sur un style qui a été défini comme étant par les experts monétaires, mais bon, comme étant un style de stataire arverne. Je ne suis pas un expert en monnaie gauloise, donc si certains ont d'autres interprétations, je suis prêt à les écouter. Voilà. Alors oui, effectivement, les stataires ont été découvertes en 1908 sous un rocher. Le rocher, ce qui est impressionnant, si on va sur le site, le rocher est perdu au milieu d'une prairie. Par contre, on peut facilement, si on prend à droite donc l'église de l'Apt, qui pouvait être aussi un site sanctuaire a priori, si on prend, on peut le géolocaliser assez rapidement et facilement visuellement. Donc, ce rocher est tout seul. Ce trésor de type, donc ce sont des stataires qui sont de type Lapt. À l'heure actuelle, c'est la dénomination officielle. Ces stataires, en fait, il y a deux types de stataires qui sont représentés, des stataires macédoniennes et des reproductions de ces stataires.
Voilà. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est étonnant que l'on parle d'un trésor du type de l'Apt, mais qu'on retrouve par exemple ces pièces comme étant mentionnées découvertes sur Gergovie, excusez-moi, découvertes sur Gergovie. On les retrouve en Allemagne, découvertes sur la Heuneburg. Et c'est assez étonnant. Enfin, nous, Ouais. au niveau de l'association, on a effectivement un numismate qui s'est vachement interrogé sur cette question des stataires et de cette origine du trésor. Et le constat pour l'instant, le seul qu'on peut faire, c'est que ce trésor et l'origine de ce trésor se retrouvent dispatchés dans au moins 4 sites différents. Et pourtant, c'est nommé trésor du type de l'Apt. Oui, c'est effectivement, moi j'ai repris la dénomination que j'ai trouvée sur la carte archéologique où ils appellent ça la Haute-Loire. Ils appellent ça stataire à Arverne. Bon, après, je ne suis pas un expert, donc effectivement, si on me dit que ça a été retrouvé dans plusieurs autres endroits, c'est intéressant. Une autre question, quelles sont les principales cités gauloises connues du Velay? Bah alors, la principale, évidemment, c'est la Roche-Lambert. Hein, c'est l'oppidum de la Roche-Lambert qui, pour moi, est un des sites, le site majeur gaulois avec le camp d'Antoun en Velay, et qui est très certainement, à mon avis, était la capitale, en tout cas, de la tribu gauloise. Enfin, en tout cas, une place forte d'importance. Donc il y a le camp d'Antoun également, comme je le disais, qui est aussi très intéressant et grand. Vous trouvez le mont Milan, on en a déjà parlé, l'oppidum de Jax, le mont Malorum. Vous avez quelques places fortes aussi de moindre envergure sur la vallée de l'Allier, notamment sur le site du Chéla. Alors ça ne va pas dire grand-chose, mais c'est un site aussi où on a un fossé défensif. Vous avez aussi l'oppidum, plutôt un castellum, hein, on va dire, de Gortaré, dans les gorges de l'Arzon, pas loin d'une frontière non plus. Et puis aussi, il y a la question, et là c'est intéressant, il y a la question de l'éventuel, je dis bien éventuel, habitat du Puy en Velay à l'époque gauloise. On a trouvé effectivement certains du matériel gaulois qui laisse penser qu'il y avait une zone, une petite concentration de monuments gaulois autour du Puy-en-Velay. Après, c'est compliqué aujourd'hui d'en pouvoir en déterminer la taille. Et en l'absence de fouilles, c'est encore plus compliqué. Mais très certainement occupé aussi à l'époque gauloise. Comme d'ailleurs Rouessium aussi, la cité où viendra s'installer le chef-lieu de la civitas gallo-romaine, était déjà, et on a pu le démontrer très récemment par les fouilles, était déjà habité par une exploitation, hein, une sorte de ferme à l'époque gauloise. Vous aviez d'autres fermes aussi qui ont été fouillées un peu partout en Velay. Et récemment, il y a eu des fouilles du côté de Sainte-Sigolène, du côté de la vallée de la Dunière, donc pas loin de Saint-Maurice-de-Lignon, où ils avaient mis au jour une sorte de villa gauloise. Et vous avez Bassans-Bassé aussi. Bassans-Bassé qui a été le centre-ville de Bassans-Bassé qui n'est pas fouillé parce que ça coûte cher les fouilles, mais des sites ont été sur le centre du village. Il y aurait des ruines, en tout cas des vestiges de ruines qui ont été retrouvés et puis rebouchés faute de moyens pour pouvoir les fouiller. Donc au pied du mont Malorum. Absolument, oui. Du coup, c'est vraiment au pied du mont Malorum, et c'est là où a été trouvé le cavalier du Bassé, qui est vraiment une merveille, gauloise. Pour le coup. De l'art gaulois, c'est quand même quelque chose d'exceptionnel. Je vais le remettre. Bien, une question qui peut être répondue sans doute rapidement. Où se trouve l'inscription à Adidon? L'inscription à Adidon se trouve aujourd'hui en réemploi dans la cathédrale du Puy Notre-Dame. Très bien. Voilà. Côté place du Fort, pour ceux qui connaissent.
une autre information de l'association Vélavie Allons. Véloné, à propos de Véloné ou Vélaoné, ceux d'en haut, ceux qui dominent, ceux qui décident, selon les 3 régions où Vélonais sont mentionnés, sachant que ceux qui décident peuvent aussi se trouver sous le terme parisie, d'après les livres de Jacques Lacroix. Bon. Oui, je Oui. suis d'accord. Ouais, effectivement, vélo, ceux qui décident, vous avez donc le Velay, ici donc. Vous avez sur Châlons en Champagne, donc ceux d'en haut en Châlons en Champagne, c'est plutôt en plaine. Donc, qu'est-ce que ça peut signifier ceux qui décident? J'en sais rien. Enfin, ça, en tout cas, c'est un peuple vélone qui est mentionné. Et vous avez en Hollande la Véluvie, avec énormément de similitudes dans la terminologie entre le Velay Haute-Loire et la Véluvie en Hollande, Tongres, pour être plus simple, au secteur de Tongres. Bien, il y a encore beaucoup de questions. Je ne sais pas si on va pouvoir toutes les faire, parce que le temps passe. Oui. Le rocher Saint-Michel a-t-il été un sanctuaire dédié à Mercure? Là aussi, on n'a pas la preuve formelle, on n'a pas retrouvé non plus de dédicace à Mercure. Après, c'est vrai que par le fait qu'il était consacré à l'archange Saint-Michel, qu'il était consacré certainement auparavant à Gargan, laisse entendre que effectivement on aurait pu avoir une continuité via Mercure. Autre question, peut-être qui se répond rapidement. Combien de dolmens et de menhirs en Velay? Là aussi, c'est une question qui est sujette à interprétation. Moi, dans mon prochain livre, j'explique justement qu'il y a eu plusieurs listes qui ont été établies et qu'à chaque fois, on a des variations assez importantes entre les listes. Moi, si je prends par exemple Albert Boudon-Lazerne, qui est un érudit du XXe siècle un peu fantasque, qui était un grand fait libre, lui, il arrivait à plus d'une centaine de menhirs et de dolmens en Haute-Loire, enfin en Velay. Si on prend le travail qu'a fait Myriam Philibert, qui est une archéologue départementale dans les années 80, dans les bulletins de la Société académique du Puy-en-Velay, on en trouve une 50aine. Et si on prend le travail qu'avait mené une archéologue sur toute l'Auvergne cette fois-ci, et qui est assez conservateur dans ses hypothèses, un travail conservateur, là on n'en a plus qu'on tombe à 14. Donc c'est assez compliqué sur les dolmens et menhirs, vous voyez, ça dépend des interprétations de chacun et ça dépend aussi des réutilisations, parce que souvent aussi il y a eu des modifications. Voilà. Après, moi, c'est ce que j'explique dans mon livre. Je dis qu'un menhir, c'est toujours compliqué de savoir s'il a été menhir ou pas avant. Dolmen, pareil, il y a une marge d'interprétation sur certains dolmens où c'est pas forcément très clair. Faire la différence entre un dolmen et une cabane de berger, par exemple. Surtout dans nos pays, on a l'habitude de construire ce qu'on appelle des cabanes en pierre siège avec des lozes ou ce genre de choses. Donc, c'est une question complexe. Pour ceux qui sont intéressés, il faudra lire mon deuxième livre. Voilà. Très bonne réponse. Y a-t-il un théâtre gallo-romain en Velay? Oui, là aussi, c'est un sujet que j'aborde dans mon livre, dans le Velay païen, sur la découverte d'un théâtre gallo-romain à Ruessium. Partant de l'hypothèse qu'il y a un théâtre gallo-romain dans le chef-lieu de la civitas Gabal, donc en Gévaudan, qui est Javol, qui a été découvert récemment, de même du côté de la Loire et de la civitas Ségusiave à Feur. Ça serait pas forcément une surprise s'il y avait eu un théâtre gallo-romain en Velay et à Ruessium, du coup. Après, maintenant, on
on a travaillé un peu sur ça avec mon père. Et effectivement, on a pu penser qu'il y avait un théâtre gallo-romain à l'emplacement aujourd'hui, ce qui est appelé le Haut-Solier. On a une forme sur les cadastres anciens qui est très intéressant, une forme intéressante donc qui reprend un arc de cercle, un demi-arc de cercle, typique typique de ce qu'on peut trouver dans les civitas romaines qui sont à peu près quand même bâties à cette époque-là sur le même modèle. Et puis aussi dans les découvertes archéologiques du gros matériel qui peuvent faire penser qu'il y avait un monument public à cet endroit-là. Enfin, même les archéologues sont d'accord pour dire qu'il y avait certainement un monument public. Voilà. Après, le problème, c'est dans l'absence de fouilles, c'est compliqué de valider de telles hypothèses. Et le problème, c'est qu'aussi, tout a été construit. Tout a été construit depuis quand même plusieurs siècles par la ville médiévale d'abord de Saint-Paulien, puis ensuite par la ville moderne, ce qui fait que tout a été mis sans dessus-dessous. Et donc, il est difficile d'avoir une vision claire des choses. Mais en tout cas, on continue de travailler sur cette découverte. Et en tout cas, je pense qu'il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas eu un théâtre gallo-romain à Ruessium, comme dans toutes les civitas de France et de Navarre. Très bien. Une autre question qui change un peu. Est-ce que Velay est loin d'Alésia? Le Velay, oui, c'est relativement... Enfin, ça dépend à quelle échelle aussi on se place, mais c'est quand même un peu loin d'Alésia. Après, je vais vous dire où est-ce qu'on place Alésia. C'est une question... moi, vu qu'on est lancé là-dedans, si je prends l'hypothèse Alésia Alice Saint-Traine, qui est effectivement une hypothèse qui se défend, pour y être allé, je peux être d'accord. Oui, on est un peu loin. On est quand même un peu loin. Il faut remonter toute la vallée du Rhône, passer Lyon, passer Mâcon, passer Dijon. Donc oui, il y a un peu de chemin. Je ne sais pas, après, en termes de kilomètres, c'est un peu loin. Et je crois, la dernière question de ce que j'ai vu, je ne sais pas si j'en ai raté, y a-t-il des ports gaulois en Velay? Pardon, des ports, P-O-R-T. Ah, des ports. Je n'ai pas compris. Des ports gaulois. C'est une question intéressante parce que là aussi, on sait que le Rhône avait été aménagé pour pouvoir être un fleuve navigable, que ce soit à l'époque romaine, même certainement peut-être avant, en tout cas plutôt à l'époque romaine. La Loire aussi aurait pu très bien être un port. Justement, on parlait de Bassan-Bassé. Il y a eu des hypothèses qui font de Bassan-Bassé un port sur la Loire. Qui aurait pu servir effectivement à une visée commerciale, oui. Après, sur l'Allier, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Hein. On est en haute vallée de l'Allier. Là, non, c'est impossible pour remonter jusqu'à la partie alliée du Velay. C'est quand même très compliqué, pour ne pas dire impossible. Après, c'est vrai que la Loire est navigable, oui, en Velay. Ouais. Enfin, sur une partie, en tout cas, elle est navigable. Je pense au site de Vix. Et là, on voit qu'il y avait une sorte de port et qui faisait, l'arrivée des marchandises après qui étaient transportées d'une autre façon. Et donc… Oui, mais Bassan-Bassé, je pense, c'est une hypothèse, oui, qu'il y a eu un port à Bassan-Bassé. Me semble possible. Donc, je vois encore là, à propos d'Alésia, les deux hypothèses d'Alésia sont éloignées l'une de l'autre de 80 km à vol d'oiseau. Voilà. Bien. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait prendre la parole pour ajouter quelque chose, poser une dernière question? Oui, volontiers, Monsieur le Président, si vous m'autorisez. Donc, Serge Révérend de Paris. D'abord, pour remercier vraiment très chaleureusement notre interlocuteur, non sans émotion, puisque j'ai des enfants de cet âge et
j'imagine à cet instant la fierté de Monsieur Mestre Père devant son fils aussi déjà féru de ces sciences celtiques. Vraiment, je suis à la fois, encore une fois, vraiment ému et je vous félicite, jeune homme, si vous me le permettez. La deuxième chose, c'est, alors j'ai eu une petite interruption dans le cours de la conférence, je m'excuse. Est-ce qu'il y a dans votre livre des prolongements sur la tradition païenne dans l'art roman de la Haute-Loire, du Velay? Et est-ce que vous abordez ce sujet dans votre livre? Et une sous-question très technique et très intéressée. Est-ce qu'on peut trouver votre livre à Paris ou doit-on le commander aux éditions qui sont indiquées sur le site? Et je serais très preneur d'une adresse parisienne où le livre est en dépôt peut-être. Pour répondre à la deuxième partie, tout d'abord, je ne sais pas s'il est distribué dans des librairies à Paris, aucune idée. Je sais que la FNAC, il est commandable sur le site de la FNAC et que certaines FNAC dans la région parisienne avaient marqué le livre comme étant disponible. Donc, je ne sais pas, il faudrait peut-être regarder, voir s'il est effectivement bien disponible dans ces FNAC. Sinon, le commander sur Internet, sur le site de l'éditeur. Pour la première partie de la question sur les prolongements, c'est vrai que ce n'est pas un sujet que j'aborde trop, en tout cas pas le sujet architectural, ce n'est pas quelque chose que j'ai beaucoup creusé. Après, quand même, je fais un peu référence effectivement à Henri Vincenot, qui était un peu une source d'inspiration pour moi. Et non, mais c'est vrai que ce sera un sujet plutôt à traiter sur le livre que je voudrais faire ensuite, qui est sur le volet chrétien, le volet médiéval, où là, pour le coup, j'aimerais beaucoup partir de l'architecture de Notre-Dame-du-Puy et montrer effectivement quelles peuvent avoir été les sources d'inspiration, parce que les sources d'inspiration sont multiples sur cette cathédrale. C'est à la fois la partie romane, qui est la plus importante, mais également une influence byzantine, puis après avec des reconstructions successives. Voilà. Mais sur la partie romane, non, ce n'est pas quelque chose que j'aborde dans le livre. Non. Bien. Merci beaucoup. C'est formidable. Voilà, donc je suis très heureux qu'on ait pu se rassembler et écouter cet exposé, qu'il y a eu de nombreuses questions qui sont aussi très intéressantes. Il me semble maintenant que l'heure est venue de se séparer et je vous remercie tous d'avoir écouté cet apéro celtique, d'avoir participé. Et j'espère que vous portez bien et que vous serez au prochain rendez-vous qui sera le 21 avril, si je ne me trompe pas, et avec Valérie Redon qui interviendra. Donc, je remercie très chaleureusement Bruno Mestre et donc bonsoir à tous et à très bientôt. Bonsoir. Merci beaucoup. Bravo. Merci beaucoup. Merci. Bonsoir. Au revoir. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Merci, bonsoir à tous. Et félicitations. Écrivez-moi pour le week-end à Bibracte. N'oubliez pas de m'écrire assez tôt quand même. Merci. Au revoir. Bonsoir à tous. Au revoir, à bientôt.